Et en fait, il y a un mec qui a dit, mais on va faire un petit truc un peu plus malin, une petite bidouille, c'est qu'en fait, automatiquement, en signature de chacun des mails qui vont être envoyés depuis Hotmail, on va mettre PS I love you, get your free email at hotmail.com. Donc, à partir de ce moment-là, ils engranger 3000 nouveaux utilisateurs par jour. Et en gros, je crois qu'en 18 mois après, ils se sont fait racheter par Microsoft, ils avaient 8,5 millions d'utilisateurs. Bonjour et bienvenue dans Inside Startinov. Je suis Alexis, le programme manager de Startinov Academy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau mes talentueux chroniqueurs avec moi pour cette nouvelle émission dédiée à l'acquisition d'utilisateurs. Stéphanie, Amélie et Léo, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Allez, honneur aux dames. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Alors Stéphanie Bonin, moi je suis en charge de la digitalisation à la Mutuelle de Poitiers. Et nous accompagnons le programme de Startinov en tant que sponsor. Exactement. Également adhérent du SPN. Et adhérent du SPN, tout à fait. Amélie. Amélie Martin, fondatrice d'Indie Up, plateforme de consulting pour musiciens indépendants qui leur permet de développer leur projet musical. Basée à Angoulême. Basée à Angoulême. Et Léo. Donc Léo, je suis consultant en stratégie digitale, en indépendant. J'ai eu le plaisir cette année d'accompagner le dispositif Startinov en animant un atelier d'une journée sur le gros hacking, voilà, donc sur l'acquisition d'utilisateurs. Qu'on va définir. Voilà, c'est le thème de l'émission. C'est le thème de l'émission. Donc voilà, en gros, mon job au quotidien, c'est d'accompagner mes clients professionnels à structurer leur démarche sur le digital et faire en sorte qu'ils fassent les bons choix, parce qu'aujourd'hui c'est devenu assez compliqué. Le gros hacking en est un très bon exemple. Donc voilà, l'idée c'est de faire un peu de pédagogie et surtout d'aider à faire les bons choix. Et Léo, également adhérent du SPN. Adhérent du SPN aussi, depuis peu. Ouais. Basé à Poitiers, mais tu rayonnes. Mais je rayonne sur tout le Poitou-Charentes. Voilà. Enfin, anciennement le Poitou-Charentes. Merci à vous trois d'être présents et de donner de votre temps et de votre énergie déjà à l'accélération pour nos deux mentors sponsors et puis Amélie pour contribuer à la visibilité à travers cette émission. On l'a évoqué un petit peu en introduction, Startinov, l'accélérateur, on partage 3 piliers. En tout cas, on essaye de vous faire travailler sur les 3 piliers de la croissance de votre startup. C'est bien penser son produit, son offre. Donc là, on a fait une émission dédiée à cette thématique avec Julien Darguès, notre entrepreneur en résidence, et avec Alexandre Julien, le pape du Product Market Fit en Poitou-Charentes. Et puis une deuxième émission dédiée à la bonne conception de son offre, de sa solution, avec un workshop sur le POC et le MVP, la proof of concept et le produit minimum viable, avec Guillaume et Sébastien de Serly. Aujourd'hui, on est sur ce que je considère comme étant le 3e pilier, le plus important dans l'accélération, c'est de bien trouver ses premiers utilisateurs, aller les chercher de manière efficace. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'énergie, c'est complexe, c'est jamais écrit, c'est une recette, une alchimie. Et c'est ce que j'aimerais qu'on essaye de débroussailler ensemble autour de cette émission. Et je vais demander d'abord à Amélie, de nous présenter sa start-up. Alors tu nous l'as dit en introduction, mais comment nous raconter un peu l'histoire d'Indie Up, très succinctement. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes sur cette acquisition utilisateur ? Donc succinctement, Indie Up, c'est au départ une agence de management artistique qui a pour vocation de développer des projets musicaux, donc de la création à la diffusion. L'idée, c'était de permettre aux artistes de rencontrer plus facilement les professionnels. Donc ça s'est transformé petit à petit en une plateforme de consulting qui permettait d'orienter un musicien vers le meilleur professionnel pour obtenir des conseils personnalisés sur son projet. Donc c'est d'abord un diagnostic de projet, de faire l'adéquation entre un besoin et une personne. Et ensuite, c'est des séances de travail qui vont se dérouler entre les deux et avec soit un suivi derrière si besoin, soit uniquement du consulting. L'idée étant d'amener le musicien vers son autonomie. Parce que les artistes musiciens rencontrent énormément de problèmes dans l'évolution, la croissance de leur projet, de leur... Alors c'est vrai que ça me paraît hyper évident, donc je pense plus à le rappeler. Ouais. Mais effectivement, les musiciens ont beaucoup de mal déjà à savoir ce dont ils ont besoin. C'est un petit peu comme un entrepreneur, un petit peu comme nous au départ quand on arrive à Startinov en se disant j'ai un truc super et en fait je sais pas comment le développer. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu me donner une pédagogie ou m'aider à comprendre
où est-ce que je peux aller et comment je peux le faire. Donc ça part déjà de là. Puis il y a aussi une question de réseau, qui est-ce que je peux contacter? Il y a plein de métiers, il y a plein de casquettes, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on envoie d'emails, on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est par rapport à nous? Est-ce que c'est parce qu'on a mal posé la question? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Bref, ça répond effectivement à ces deux problématiques-là. Et donc aujourd'hui, Amélie, vous en êtes où sur Indie Up? Vous avez lancé une première version de la plateforme il y a quelques mois. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de votre start-up? Alors on a lancé notre offre effectivement il y a quelques mois. On a commencé par une offre gratuite pour tester, pour faire le POC. L'idée c'était au départ de savoir est-ce qu'on faisait les choses bien, est-ce que en fait, notre offre correspondait réellement aux besoins. Donc pour recueillir beaucoup de données derrière, notamment par des questionnaires, des appels, etc. Et ensuite de lancer l'offre payante. Donc c'est pas une plateforme, c'est au départ, je sais pas si on peut dire ça un MVP, j'ai toujours des problèmes sur terminologie. Mais en gros un site internet qui permet de répondre à une demande. Si les personnes viennent dessus, en fait ils peuvent prendre rendez-vous avec nous et derrière on fait un diagnostic. Et donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le qualifier, on peut dire qu'on a un MVP et en phase de création d'une plateforme parce que petit à petit on veut tout automatiser. On automatise déjà avec les moyens du bord. Un Frankenstein. À la Frankenstein, avec Zapier, avec Calendly, avec tout ça, avec les Google Docs, les trucs qui se mettent tout automatiquement. J'écris quelque chose, ça me fait mon document. Bref, on fait comme on peut. Mais derrière, effectivement, on est en phase de construction de plateforme. Mais là où on est super fiers, c'est qu'en lançant l'offre commerciale, l'offre payante, ça fonctionne. On a des gens derrière, soit qui sont revenus une fois qu'ils l'ont utilisé gratuitement, soit qui viennent nous faire confiance en disant « bon, je sens que ça va m'apporter ». Du coup, Amélie, en plus, toi, on peut dire que tu as deux cibles d'utilisateurs. Tu as à la fois les artistes musiciens et puis tu as les professionnels de l'accompagnement. Donc ça te fait deux cibles à aller chercher. Quels sont les besoins en compétences des artistes musiciens qui sont les plus fréquentes ? Alors on a l'administration, je veux créer une association, je veux créer ma société, je veux savoir comment est-ce que je peux faire les choses légalement. Ça peut être simplement l'intermittence, le contrat salarié, tout ce qui va être administration au sens large, fiche de paye, déclaration, ça peut déjà être ça. Ça va aussi être la communication, comment finalement acquérir moi aussi mes clients, ceux qui vont acheter ma musique, en tout cas ceux à qui je vais pouvoir vendre ma musique, parce que ça reste un entrepreneur aussi. Donc ça va être du community management, ça va être de la stratégie de communication, mais ça va aussi être globalement une stratégie aussi. Comment est-ce que je fais pour sortir mon EP? Par où je passe? Avec quel partenaire? Quel type de distribution? Est-ce qu'il me faut un producteur, un éditeur? Est-ce qu'il me faut un manager? Ça va être la stratégie globale. Puis ça va aussi être de la gestion de budget, de la création de budget. Et puis derrière, ça va être de la diffusion. Sur quelle plateforme, quel type de distrib, quel type de diffusion, comment je fais des concerts, comment je me book, comment je démarche, le kit presse, le kit de communication. Donc ça va être de la réflexion à l'action sur l'ensemble des phases de la création à la production pour un artiste musicien. Comment t'es venue l'idée de la plateforme pour répondre à ces besoins d'artistes musiciens ? L'idée d'Indie Up ou l'idée d'automatiser? L'idée d'Indie Up ? L'idée de passer le cap de l'agence d'accompagnement à cette plateforme de coaching en ligne. Qu'est-ce qui a fait que... C'est une grosse frustration en tant que manager. Au départ, je suis manager et j'étais super frustrée parce que je recevais plein de mails d'artistes et je me disais, bon, je peux pas l'accompagner parce que soit le projet me plaît pas, soit c'est pas encore rentable, soit c'est pas encore assez mûr, soit ci, soit ça. Et je faisais du renvoi parce que si on renvoie pas, ils restent en fait seuls dans leurs problématiques. Un peu comme nous. Je fais beaucoup de comparatifs, mais honnêtement, c'est vraiment comme un entrepreneur. Et c'est de me dire, si je commence à faire des mises en relation, est-ce que c'est pas finalement ce modèle-là qu'on devrait développer, alors que l'envie de base, c'est quand même d'aider les musiciens à développer leurs projets. Si je peux pas le faire à mon niveau, est-ce que je peux réunir des pros pour le faire? Peut-être que c'est simplement ça, un regroupement, une réunion, et qu'on peut y arriver ensemble, comme ça. Et puis en faisant des mises en relation, je me suis rendu compte que les pros, ils étaient assez contents d'avoir cette sorte de filtre, de se dire je reçois que les gens que je peux aider, et en fait qu'il y avait beaucoup plus de résultats derrière. Donc c'est simplement au départ une frustration de ne pas pouvoir assez bien faire les choses, avec vraiment la volonté d'aider l'artiste. Et donc tu avais déjà ta base de premiers utilisateurs potentiels? Alors oui et non. J'avais certains musiciens, mais j'avais moins de musiciens que de professionnels. Ça c'est vraiment important. Parce qu'au départ, je bossais dans la musique à l'image. C'est pas la vocation première d'Indie Up, c'est vraiment la musique au sens large. Donc j'ai dû quand même aller chercher d'autres gens au départ. C'est pas mon premier réseau, les musiciens, contrairement aux professionnels. Très bien. Et donc pour aller chercher ces premiers utilisateurs, quelle a été la démarche que vous avez, ou les démarches que vous avez pu enclencher? Alors la première démarche n'était pas du tout la bonne, parce qu'en fait on a été chercher sur les réseaux sociaux. On a fait du sponsoring sur Facebook et sur Instagram.
Et ça a marché parce que c'était gratuit. Ça a marché parce que voilà, c'était gratuit. Et donc, du coup, on a reçu beaucoup de demandes qui n'étaient pas forcément bien qualifiées. Certaines l'étaient, donc après, on s'est reposé sur ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus simple, c'était d'aller chercher dans le local les musiciens locaux, régionaux. Qu'on pouvait les contacter via des organismes très connus, comme par exemple les SMAC, les salles de musique actuelles locales, comme par exemple la Nef à Angoulême, le Confort Moderne à Poitiers, et qu'eux pouvaient nous renvoyer plein d'artistes qui recevaient et qui n'avaient pas de résultats. Donc on s'est orienté là-dessus et c'était beaucoup plus facile. Et on a eu vraiment des meilleures demandes. Et une plus grande confiance dès le départ pour l'artiste vers nous. Donc, mais ça a pris un peu plus de temps. Oui, ça prend un peu plus de temps. Et puis ça, c'est valable pour les 10 premiers, les 100 premiers. La question, c'est que, et là, je vais me tourner vers notre expert, c'est que normalement, son 10e utilisateur doit être plus facile à obtenir que son premier. Normalement, ouais. Mais en fait, là, c'est la bonne démarche. Au début, en fait, pour aller chercher ses premiers utilisateurs, il faut tester. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la définition. Mais en fait, il faut absolument, et là, ça a été la bonne démarche, trouver des utilisateurs qui étaient intéressés par du gratuit, mais sur une cible énorme. Enfin voilà, tu t'adressais à eux via Instagram, via Facebook, etc. Donc là, tu avais une population énorme, pas forcément très qualifiée. Donc tu peux toujours cibler un petit peu plus, mais voilà, tu n'étais pas forcément sur un public qui était en recherche de ton produit ou de ton service. Et après, tu vois que tu as testé, ça a marché, tu as pu valider déjà le positionnement. Voilà. Déjà, mon produit, le fait de proposer un audit gratuit, ça répond à un besoin. Donc là, on parle de product market fit, là justement l'adéquation entre le produit-marché. Ce que tu as fait après, en fait, c'est que tu as essayé de tester un autre canal d'acquisition, qui n'est pas forcément scalable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément passer à l'échelle, mais en tout cas, ça t'a permis de décrocher tes premiers clients. Et ça, c'est super intéressant, parce que ces premiers clients-là, tu vas essayer de les qualifier, tu vas essayer de les profiler, entre guillemets, donc voir leurs composantes communes, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir trouver des canaux qui vont pouvoir t'apporter du volume, et où tu vas pouvoir justement cibler ces mêmes profils que tu as pu identifier peut-être localement, en fait. Donc, il ne faut pas forcément chercher tout de suite le canal idéal, le canal parfait. Est-ce qu'il existe ? Non, en fait, il y a un canal, un ou quelques canaux adaptés à chaque stade de maturité d'une startup. Au début, tu étais plutôt dans ta phase de traction où tu avais besoin justement de trouver ton adéquation produit-marché, ce que tu as fait. Maintenant, tu vas être dans une phase de transition. Voilà. Donc là, tu fais ta transition. Là, tu as besoin d'identifier les canaux qui vont fonctionner, ce que tu commences à faire. Et après, tu vas être dans une phase de croissance, où là, ta marketplace, ta place de marché, justement, entre guillemets, où tu mets en relation des professionnels et des musiciens. Tu vas tout automatiser et tu vas aussi automatiser tes sources d'acquisition, où là, tu auras vraiment du volume. Voilà. Donc, c'est exactement la démarche qu'il fallait faire. Puis on verra après les petites astuces pour la mettre en place tout au long du parcours, mais c'est la bonne approche. Bon, Amélie, tu te sens à l'aise avec ce que Léo vient de théoriser approximativement enfin pas approximativement, mais en rapport avec votre propre parcours de start-upper. Une petite start-up basée à Poitiers depuis 1800, tu sais plus. Depuis un peu plus de 180 ans. 180 ans, oui, pardon. Donc une vieille start-up de plus de 1000 personnes aujourd'hui. Mais pour vous, c'est aussi un enjeu, l'acquisition d'utilisateurs en ligne. C'est un enjeu, alors on peut pas trop le dire comme ça, parce qu'en fait, on a un modèle assez atypique. Quel est-il ? Comment ça se fait ? C'est quoi ? À la Mutuelle de Poitiers, on pratique et on met en avant le 200% humain et le 100% digital. Léo, tu connais un petit peu. Et en fait, on met vraiment en avant notre réseau d'agents. Donc notre agent est au cœur du métier et c'est lui qui accompagne son sociétaire sur toute la vie du sociétaire, que ce soit en cas de sinistre, donc moment clé dans la vie d'un assureur. Et dans la vie d'un sociétaire aussi, parce qu'il ne faut pas rater son sinistre. Et du coup, le règlement de son sinistre et tout ce qui va autour. Et après, à tous les moments clés, la famille qui s'agrandit, etc., etc. Donc en fait, on met toujours, nous, l'agent au cœur de la relation. Et on essaye, par le biais de nos outils digitaux qu'on met en place, de toujours renvoyer et redonner la possibilité de mettre en contact avec l'agent. Donc effectivement, c'est une sorte d'enjeu pour nous, de ne pas rater nos outils digitaux dans ce sens-là. Mais on ne peut pas parler d'un enjeu fondamental que de l'acquisition de clients en ligne. On est présent, on a différents leviers d'acquisition et on a différentes plateformes, comme les comparateurs d'assurance notamment. Ça nous amène du flux. Ça nous amène du flux pas forcément ultra qualifié. Donc après, c'est notre réseau d'agents qui le traite. C'est quand même des sources, notamment au niveau des prospects. Ça aide quand même à créer de faire de nouvelles affaires.
Et puis vous avez un travail assez fort enclenché sur la transformation de ces outils d'acquisition en ligne, en tout cas qui les ramène vers l'agent. Exactement. Toi, ton activité principale au sein de la mutuelle, c'est quand même de transformer ces outils avec une refonte forte Exactement. de la présence web. C'est ça, de pouvoir suivre les générations, suivre l'adaptation sur mobile et notamment de tout enclencher et engranger toutes ces demandes-là dans notre CRM à nous, qui permet du coup de renvoyer nous dans ce qu'on appelle notre e-agence, qui est on va dire, la plateforme pour notre agent pour pouvoir collecter et traiter ces informations-là. Donc même pour une structure, une vieille dame, si je peux me permettre, qui a un modèle qui s'appuie complètement sur l'humain, que ça soit au moment de signer son contrat, que ça soit dans la gestion d'un sinistre. Et on sait que l'humain est hyper important dans ce genre de situation. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour nous expliquer, rassurer. Tout à fait. Vous avez quand même des outils fondamentaux qui sont là pour accompagner à la fois l'agent dans son travail de transformation du prospect au client, mais aussi pour permettre de faciliter le lien entre l'agent et le client, la personne qui est déjà assurée. Oui. Fondamental. Oui. C'est important, on est obligé de se transformer, on est obligé d'utiliser de nouveaux outils, d'utiliser de nouveaux médias, de mettre au goût du jour les outils qu'on avait. Je prends l'exemple du bureau embarqué. Aujourd'hui, quand un agent va chez un sociétaire ou chez un prospect, il y va avec un outil nomade. Cet outil nomade, donc on est en train de mettre en place, il a déjà des premières fonctionnalités, on est en train d'en faire des nouveaux. Il est hyper important qu'on soit en mobilité et qu'on puisse récolter de la donnée si on est en train de faire un état des lieux d'un sinistre, si on est en train de faire un état des lieux d'un local à assurer. Cet outil nomade va nous aider. Donc là, on est aussi sur des outils digitaux mobiles qui vont nous permettre aussi d'y greffer des données à un moment donné via le CRM, etc. etc. Donc en fait, ça fait partie du modèle. On ne centre pas principalement là-dessus, mais effectivement, tous nos flux qui arrivent via le trafic en ligne, via les réseaux sociaux, ce sont des informations importantes pour nous qui sont à traiter. Donc on le voit qu'on soit start-up ou vieille dame, un enjeu hyper important, pas facile, pas de recette miracle, on le disait Léo, pas de stratégie si, une stratégie adaptée à chaque personne, à chaque structure. C'est plutôt... alors après ça dépend en fait, en fonction de la maturité de l'entreprise, hein, qu'on soit start-up ou justement une entreprise plus traditionnelle avec des canaux et un portefeuille client bien en place. C'est plus un état d'esprit en ce qui concerne l'acquisition aujourd'hui de nouveaux clients. Faut être dans une démarche d'expérimentation. Ce qu'a fait Amélie, en fait, elle a testé différents canaux et elle voit ce qui marche. Certains ne marchent plus aujourd'hui, d'autres fonctionneront super bien demain, mais ne fonctionneraient pas aujourd'hui parce que c'est pas adapté du tout à ton contexte. C'est exactement la même situation pour la mutuelle de Poitiers. Tu parlais des comparateurs. Les comparateurs aujourd'hui, c'est un canal intéressant pour des assureurs, mais souvent, le seul critère déterminant, ça va être le prix là-dessus. Et ce que disait Stéphanie, c'est que la mutuelle de Poitiers, dans son ADN, il y a la proximité. Donc, c'est difficile de valoriser cet avantage-là concurrentiel sur un comparateur. Donc, est-ce que c'est le bon canal d'acquisition ? Pas sûr. Est-ce qu'on doit l'évincer ? Pas sûr non plus. Voilà. Donc, en fait, il faut jongler, il faut construire en fait, toute sa stratégie d'acquisition en fonction des canaux, en fonction de qui on est, en fonction de notre maturité aussi en tant que structure. Et voilà ce que vous faites bien. Ce qu'on essaye, après, on a une partie, en fait, ce qui peut varier aussi, c'est nous, on a 300 agents globalement, avec une variété au niveau des âges. Donc, on a ceux qui sont un peu plus aguerris sur les nouveaux médias et qui sont très, très au fait de comment traiter du lead, du contact qui vient par le biais d'Internet. Et on a ceux qui le sont moins. Donc c'est là où nous, on a aussi à être pédagogue dans ce sens-là et à expliquer davantage de choses. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir un flot de données qui arrive et un flot de prospects ou même de nouveaux ou de sociétaires actuels, parce qu'ils peuvent revenir par le biais du Lynx en se retrouvant, par exemple, un des comparateurs. Et se retrouver dans le flot et après qualifié ou pas, en fonction de l'appel tarif, effectivement, qui est envoyé sur le web. Donc Léo, tu l'as dit, c'est de plus en plus complexe. Ça reste quand même des enjeux qui, comme on a plusieurs leviers à activer, trouver le bon niveau pour chaque levier, c'est devenu un métier, des métiers. On a un ancien collègue commun qui disait qu'il faut arrêter de faire du web à la papa. Que le webmaster, c'est aujourd'hui une myriade de métiers. Toi, ton rôle là-dedans, de conseil dans l'entreprise, c'est de les accompagner à faire les bons choix en matière de levier. En fait, aujourd'hui,
Juste rapidement sur mon parcours, moi ça fait 13 ans que je travaille dans le digital, je suis passé dans plein de structures différentes en agence, on était ensemble Alexis, je suis passé dans des startups, j'ai travaillé pour un gros opérateur du ministère de l'Éducation nationale où j'étais en direction de projet et j'étais en conseil, en mission de conseil auprès de grands comptes ces derniers temps sur les grands comptes de la banque et de l'assurance sur leurs problématiques d'innovation et de transformation digitale. Donc en fait j'ai pu être confronté à plein de problématiques différentes ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, moi, mon métier, en fait, c'est d'apporter la hauteur de vue nécessaire sur tous ces nouveaux métiers, tous les bouleversements que le numérique a apportés dans nos vies en tant qu'utilisateurs et toutes leurs répercussions dans le monde professionnel, en fait. Donc, c'est un peu à la croisée entre le business, parce que voilà, c'est vraiment le business qui est la clé aujourd'hui, la technique et le design aussi, tout ce qu'on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une approche qui soit la plus pragmatique et agile possible. Donc il faut beaucoup tester, beaucoup expérimenter, tout le temps, et définir un cadre méthodologique qui le permette. Donc, c'est-à-dire, voilà, je teste ça, est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Si je l'ajuste, quel est l'effet, etc. Donc ça, c'est important. La deuxième approche, c'est que ce soit fondamentalement héroïste. Voilà, il faut que ce soit héroïste, en fait, piloté par le retour sur investissement, en fait. C'est-à-dire quand je mets un investissement sur un canal, quel qu'il soit, combien ça va me rapporter en revenus derrière, en nombre d'utilisateurs ou autre. Voilà. Donc on puisse mesurer ça et voir l'effet et l'impact que ça a. Et la troisième, c'est qu'il faut que ce soit centré sur l'utilisateur. Voilà. Si l'utilisateur il recherche de la proximité, il faut lui apporter de la proximité, voilà, et mettre le paquet là-dessus. Donc voilà un peu l'approche que j'ai aujourd'hui. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, en fait, ce que je préconise, moi, c'est des canaux. Aujourd'hui, il y en a énormément. On peut les classer sur une petite vingtaine de canaux. On dénombre une vingtaine de canaux d'acquisition différents. L'idée, c'est de voir ceux qui sont bien adaptés à ton business, à la maturité de ton business, et d'expérimenter, d'avoir un cadre d'expérimentation où justement tu vas pouvoir tout mesurer, voir l'impact que ça a, capitaliser sur ce qui fonctionne, abandonner sur ce qui ne marche pas. Et une fois que tu vois que ça commence à se tarir, parce qu'un canal marche bien, tu parlais des réseaux sociaux par exemple, ok, ça fonctionne bien, par contre ça ne me rapporte pas d'utilisateurs qui sont prêts à payer. Ok, donc ce canal-là, petit à petit, je vais le mettre de côté et je vais me concentrer sur un nouveau canal qui, lui, va me permettre d'avoir des utilisateurs plus qualifiés qui seront prêts à payer pour les services que je propose. Voilà, parce que c'est le cadre. Tout ça représente du temps, ouais, de l'énergie, ouais, et aussi de l'argent. C'est aussi, normal, ouais, c'est des métiers, c'est des compétences, c'est du temps d'une personne ou deux personnes, et donc c'est de l'argent, et quand on est une start-up, on n'a pas de thunes. Ouais. Donc ça reste, pour la start-up, l'enjeu de minimiser l'investissement en ayant le plus de résultats possible, et c'est ce qu'on appelle le joli terme, c'est le growth hacking, ouais, qui regroupe tout ce que tu viens d'évoquer. Ouais. Mais qui, pour une start-up, est la double peine. Tu vois, on n'a pas la mutuelle de Poitiers qui a déjà son portefeuille de clients et qui, même si elle doit aller en chercher ailleurs, elle a quand même de quoi financer sa démarche de recherche de nouveaux clients. Quand on est une start-up, faut faire avec les patates qu'on mange, quoi. C'est ça. Donc, Amélie, comment ça s'est passé toi au début? Donc, les réseaux sociaux, tu as dit que vous aviez payé un petit peu, c'est ça? C'est ça. En fait, on a des budgets justement pour chaque canal d'acquisition, et donc c'est des petits budgets. Et des fois, ça ne permet pas toujours, je trouve, de voir l'impact. Donc il faut trouver le bon budget pour pouvoir connaître l'impact et ensuite prendre l'ensemble du budget et le mettre sur ce qui fonctionne. Mais en fait, c'est là où c'est compliqué, parce que du coup, à trop tester, finalement, des fois, c'est difficile de savoir exactement où aller. Et c'est finalement là où on aurait besoin de toi pour avoir cette méthodologie, ce recul. Ouais. Parce que j'ai pas tant d'agilité que ça, je pense, là-dessus, parce que du coup, vu qu'on est partout et que la tête dans le guidon partout, que voilà, il y a la production, qu'il y a ça aussi derrière, et j'ai peut-être pas le temps des fois de faire les tournants nécessaires et que je perds de l'argent, je pense, par rapport à ça. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur un exemple concret que tu as fait sur les réseaux sociaux? Tu parlais de Facebook et d'Instagram. Expliquer la démarche en fait de ciblage, le budget que tu as mis, si c'est pas indiscret, et puis comment tu as jugé que c'était pas pertinent en fait, par rapport à ton activité. Alors, une fois que nous avons dépassé la phase d'acquisition gratuite, donc on est passé à la phase payante, et j'ai mis 10 € sur Facebook avec une publicité ciblée. C'était une vidéo qui expliquait l'ensemble des services que India pouvait réaliser.
Et oui, en gros, l'idée, c'était, voilà, j'ai fait un petit paragraphe et j'ai dit, voilà, si vous voulez prendre rendez-vous pour le diagnostic gratuit, c'est ici. Donc 10 € par jour sur une semaine. Ça fait déjà une belle somme. Derrière, j'ai eu, il me semble, j'ai dû avoir 3 rendez-vous par jour. Et sur les 3 rendez-vous par jour, il me semble que j'ai dû avoir, 5 finalement rendez-vous payants derrière. Donc c'était pas du tout rentable. Donc après la question c'est est-ce que c'est parce que c'était les réseaux sociaux que c'était payant, est-ce que c'est pas le bon canal? Parce que moi on me demande beaucoup de proximité, les musiciens demandent beaucoup de proximité, ils ont raison parce que c'est toujours des relations intimes dans ce secteur-là. Ou est-ce que c'est parce que c'est la vidéo qui allait pas? Est-ce qu'il fallait que je fasse une vidéo de moi par exemple en disant voilà bonjour je suis fondatrice et ce que je propose c'est ça? Est-ce qu'il fallait que je fasse des interviews de musiciens pour montrer les résultats? Bon voilà, après c'est toutes les questions là qu'il faut se poser. Mais dans tous les cas voilà, je sais pas si c'est le canal, je sais pas si c'est le contenu. Alors comment on fait expert dans cette situation? En fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on parle de Facebook, Google aussi, c'est un autre canal permet de cibler assez finement. Sur Facebook, en fait, on peut cibler des profils. Par exemple, des musiciens. Tu avais fait ce travail de ciblage déjà? Parce que tout ce qui était sur l'acquisition gratuite, effectivement, je l'ai pas relevé. Mais ensuite, j'ai fait du lookalike sur l'ensemble des personnes qui avaient été ensuite sur mon site internet et qui avaient pris rendez-vous, parce que j'ai fait comment ça s'appelle avec Pixel, voilà, sur le Pixel. Donc j'ai été voir ceux qui étaient déjà normalement chauds, prospects chauds normalement. Donc en fait, ce qu'a fait Amélie, juste pour synthétiser là et en anticipant la question, en fait le Pixel Facebook, c'est un peu l'œil de Facebook sur ce qui se passe sur le web. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé d'identifier en fait les gens, ses clients actuels, tes utilisateurs actuels. En fait, Facebook a pu lui proposer des profils qui ressemblaient à ces utilisateurs-là. Voilà. Et elle a dit, je ne cible que les gens pour qui je travaille déjà, pour qui ma proposition de valeur fonctionne déjà. Donc c'est une bonne démarche. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est le message, est-ce que c'est le format, est-ce que c'est peut-être le ciblage? Ce qui est intéressant de faire, c'est toujours de tester, d'expérimenter, faire ce qu'on appelle le l'A/B testing, c'est-à-dire j'ai une version A, donc c'est ma vidéo que je propose, qui présentait ton service, et la version B, ça pouvait très bien être toi qui présentait ton service sur un ton peut-être un peu plus décalé. En fait, ces deux versions de la vidéo que tu proposes, tu l'exposes à la même cible, donc toutes choses étant égales par ailleurs, et en fait tu vois celle qui fonctionne le mieux. Et peut-être que quand toi tu prends la parole, peut-être que ça a un impact un peu plus fort auprès de ta cible, parce que tu parlais de proximité et de relations un peu plus étroites. Et en fait, tu vois, ça te permet de voir que sur Facebook, sur cette cible-là, avec ce canal-là, en fait, ça fonctionne mieux que ça. Après, effectivement, il faut avoir le budget nécessaire pour faire ces campagnes d'A/B test. Là, tu disais 10 € par jour, donc ça reste assez light en fait comme budget. Oui, mais pour une start-up, c'est quand même. Mais en fait, ce qui est important, c'est de définir justement une petite enveloppe qui va te permettre d'expérimenter sur chacun des canaux. Donc voilà, fais dans ces eaux-là, voir ce qui fonctionne. Ce qui est super intéressant, ce que tu as dit, c'est que là, en fait, tu as la cible sur Facebook, donc ceux qui ressemblent au profil, qui utilisent déjà tes services, qui viennent, qui interagissent avec ta vidéo, donc des gens qui vont trouver un intérêt au contenu que tu proposes, mine de rien, donc qui vont la regarder, qui vont faire l'audit gratuit, et après qui vont acheter. Donc en fait, là, ce que tu as résumé là, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un entonnoir de conversion, un tunnel, c'est-à-dire c'est le cycle de vie de tes utilisateurs. Donc j'en ai 100 qui arrivent au début, qui ressemblent aux gens à qui je veux m'adresser. Sur ces 100, je leur propose une vidéo, il y en a peut-être 60 qui vont la regarder, qui vont éprouver un intérêt pour cette vidéo, peut-être 30 qui vont demander un audit gratuit, faire le diagnostic, un qui paye. Voilà. Donc en fait, rien que ce travail-là, d'analyser le parcours et de mesurer à chaque étape, te montre à quel endroit en fait il faut que tu concentres tes efforts sur ton parcours. Ça ne sert à rien pour l'instant d'envoyer des centaines de milliers d'euros en acquisition si dans ton parcours c'est pas super bien automatisé, ça tourne pas au top. Bien sûr. Donc ça c'est super important. En fait tu l'avais déjà cette démarche là quand tu l'as expliqué les différentes étapes et là j'en ai 10, là j'en ai 3, etc. Donc ça c'est clé en fait, mesurer. Voilà. Donc c'est ça, c'est la mesure. Malgré tout l'aspect bidouille qu'il peut y avoir avec la bonne vidéo, le bon canal, je dis bidouille même si c'est vraiment pas le terme, à la fin chaque étape se mesure et ça c'est ce qu'on a vu, tu leur as enseigné pendant le workshop, c'est que toutes ces stratégies, qu'elles soient web marketing ou pas, traditionnelles, ça se rentre dans un Excel et on voit que pour tant d'énergie, d'euros, de temps investi, à la fin il y a 3-4 personnes qui ont décidé d'acheter le service.
Ça, c'est extrêmement précis et c'est pas de la tambouille, ça se mesure. Non, ça, ouais. C'est ça. Super. Et tu l'as dit, et on vient de l'évoquer encore, oui, il y a les canaux digitaux, et puis, tu l'as évoqué, toi, Amélie, il y a les canaux plus conventionnels, passer par son réseau de proximité. Ouais, alors on a éteint la clim, mais la clim elle tourne encore toute seule, donc elle fait un petit bruit de temps en Elle temps. couvre tout. Vous inquiétez pas, cher utilisateur, il ne fait pas si chaud que ça à Poitiers, la canicule est terminée. Oui, donc non, je voulais évoquer que c'était effectivement des stratégies aussi d'approche traditionnelle. Je crois, Léo, que tu as des petites histoires sur des bidouilles ou des astuces que tu pourrais nous partager sur des belles... Ouais, les quelques... Parce qu'on parlait de gros hacking tout à l'heure, donc juste pour expliquer de quoi on parle. Donc c'est un terme qui est très à la mode dans l'univers startup en ce moment. Une startup, c'est un modèle économique industrialisable qui permet d'avoir une croissance exponentielle. Super. D'accord. Ça, on l'a défini au début de l'émission. C'est dans la tête de tout le monde. Et pour ceux qui ne l'est pas encore dans la tête, retour à l'émission. Là. Voilà. Qui dit, en fait, et le gros hacking, c'est un peu l'outil que vont utiliser les grosses startups pour générer cette croissance exponentielle. D'accord. Le truc, en fait, c'est que littéralement, ça veut dire pirater la croissance. Okay, donc, c'est pas pirate au sens voyou du terme, c'est comme tu disais, des bidouilles, en fait, des petites bidouilles, des petites astuces. Mais donc, le premier hack, on appelle comme ça, la première bidouille notable dans l'histoire, au sens positif, c'était Hotmail. Donc, Hotmail qui était une solution de messagerie sur navigateur dans les années 95, enfin vers là. Ça fait trop mal. C'est loin. C'est loin. Et en gros, donc j'ai rien que l'histoire d'Hotmail est rigolote en fait, parce que c'était deux collègues qui voulaient monter un business en fait dans le dos de leur patron. Ils voulaient monter un logiciel en fait, ils voulaient pas monter une solution de messagerie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit pour qu'on échange plutôt que de se filer des disquettes. C'est loin. Ça aussi, ça fait mal. Ouais. En fait, on va se créer un petit système pour s'envoyer des mails, mais à travers Internet, quoi, un navigateur Internet. Hotmail est né, voilà. En fait, ils se sont dit, non, mais c'est ça le vrai produit, ça va cartonner et tout. Ils ont levé 300 000 euros, je crois, en 96, un truc comme ça. Et en fait, ces 300 000 euros, ils l'ont investi dans du marketing, mais traditionnel. Voilà. Ils ont fait des campagnes d'affichage dans la Silicon Valley, ils ont fait des spots radio, zéro. Ça n'a rien donné. Et en fait, il y a un mec qui a dit, mais on va faire un petit truc un peu plus malin, une petite bidouille, c'est qu'en fait, automatiquement, en signature de chacun des mails qui vont être envoyés depuis Hotmail, on va mettre PS I love you, get your free email at hotmail.com. Donc, vous aussi, bénéficiez de votre adresse mail gratuite sur hotmail.com, avec un lien pour s'inscrire, sur tous les mails qui étaient échangés depuis la plateforme. Et ça, c'est super important, là, c'est de la viralité, du coup. À partir de ce moment-là, ils engrangeaient 3000 nouveaux utilisateurs par jour. 3000. Et en fait, quand un utilisateur envoie un mail à 2 utilisateurs qui cliquent sur le lien, etc., donc là, on a la croissance exponentielle, la viralité. Et en gros, je crois qu'en 18 mois après, ils se sont fait racheter par Microsoft, ils avaient 8,5 millions d'utilisateurs. Un jour, il y a un mec qui a envoyé un mail en Inde, et là, c'est pris des proportions folles. Enfin bref. Donc c'est le parfait exemple du gros sac, par essence. D'avoir piraté sa croissance. Voilà, pirater la croissance. C'est une bidouille qui a des effets de levier énormes. Le truc qui te coûte que dalle. Ça coûtait rien. Ça coûtait juste le petit brin de maïs au début. Par contre, l'inconvénient de la bidouille, c'est que ça marche bien une fois. On va essayer de le répliquer. Et Apple l'a refait 10 ans après, en sortant l'iPhone. Tous les mails que vous envoyez, il y a marqué « Send from my iPhone », envoyé de mon iPhone. Ça a moins bien marché en termes de viralité. Et aujourd'hui, toutes les solutions qui se basent sur de la messagerie, il y a des agrégateurs de boîtes mail, je sais que j'en utilise à titre perso, mais en fait, l'option, elle est là, quoi. L'option, elle est envoyée avec tel outil, quoi. C'est encore un truc qui est utilisé, mais qui a beaucoup, beaucoup moins d'impact que ça a eu à l'époque. C'est l'histoire. Donc, voilà. Mais, donc, ça a une durée de vie limitée. Ça marche bien dans un contexte donné. Puis il faut l'originalité peut-être. Mais en fait, voilà, le truc n'est pas original. En ce moment, là, on voit sur LinkedIn, par exemple, le double tap sur un visuel pour liker la publication. Insta. Voilà, donc ça a été copié d'Insta. Là, il y a eu des dérives sur LinkedIn, voilà, tout le monde l'a fait. Donc il y a un ou deux qui ont été malins, qui ont réussi à récupérer un peu d'engagement sur leur publication grâce à ça. Il y a eu des dérives tout de suite, et maintenant le truc, il a eu une durée de vie de 48 heures, quoi.
c'est des petites bidouilles très ponctuelles qui vont permettre justement de générer cette croissance exponentielle. Il y a un autre exemple, c'est Dropbox, pour juste illustrer et donner un autre cas de figure. Dropbox, c'est la solution de stockage en ligne. Voilà. Ils ont une super histoire d'ailleurs sur la façon dont ils ont construit leur MVP. Ça avait été, C'était juste une landing page. Ouais, c'était juste une landing page avec une vidéo du service. Voilà. Et puis inscrivez-vous. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont généré, ils ont montré qu'il y avait une traction potentielle. Et là, ils ont plein d'utilisateurs se sont préinscrits en fait au service. Et ils ont développé le service après. D'accord. Voilà. Et ça, c'était justement leur MVP pour valider le product market fit, l'adéquation de leur solution au problème et vérifier qu'il y avait un marché. Dropbox, eux, ils ont joué sur les programmes de parrainage. C'est-à-dire que c'est une solution gratuite, j'ai 20 gigas gratuitement à peu près. Et en fait, si je parraine un ami, donc si je vous invite tous les 3 et que vous vous inscrivez grâce à moi sur Dropbox, je bénéficie de 5 gigas supplémentaires sur mon espace de stockage. C'est super, voilà. Moi, ça me coûte rien, vous, ça vous rend service, et eux, ça leur fait 3 nouveaux utilisateurs. Donc là, c'est l'effet de réseau, en fait, Là, on est sur de la croissance, encore une fois, exponentielle. Donc des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a pour tous les canaux. On en retrouve beaucoup à travers les réseaux sociaux, sur Facebook. Les jeux en ligne jouaient beaucoup là-dessus, sur Farmville, des choses comme ça, là... Change-moi une vie là, qui arrivait dans les notifications. Donc ça, c'était... Mais pareil, ça a été surutilisé, donc ça ne fonctionne plus. Donc voilà, ça a des durées de vie limitées. L'idée, c'est juste de tester, d'expérimenter, d'avoir une approche un petit peu originale qui permette de se démarquer, puis d'avoir ce petit côté un peu nouveau et puis un peu sympa, un peu ludique, et de tourner là-dessus, puis quand ça marche plus, de passer à autre chose. Voilà. Et ça, c'est la compétition des startups, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent au milieu des autres startups qui essayent toutes d'avoir leur stratégie un petit peu unique, originale, face aux grandes structures, aux grands comptes qui, eux, sont capables aussi de dépenser beaucoup d'argent, mais qui cherchent quand même l'originalité pour se démarquer des autres. Et donc, les startups, elles arrivent... Bon, alors, ok, on va faire le workshop acquisition des premiers utilisateurs, et puis on sort, on est blindé. Mais en fait, non. Pas du tout. Non, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à l'issue de ce premier workshop, Amélie? J'imagine que tu étais contente de venir et pouvoir dire ça va être trop cool, et en fait, tu ressors, tu dis ah, mais j'ai énormément de taf. C'est comme ça à chaque fois à Starting Up. Tu fais un workshop, j'ai énormément de taf. C'est ça. Globalement, j'ai énormément de taf, c'était pour tous les workshops derrière. Pour le coup, c'était assez éclairant ce workshop-là, parce qu'à cette époque-là, on se posait la question de savoir s'il nous fallait un blog, en gros des contenus, des articles, des vidéos pour les artistes, parce qu'on disait d'un côté, ça va nous prendre énormément de temps, et de l'autre côté, ça a l'air quand même assez intéressant, et puis tout le monde le fait. En gros, ça a été un petit peu le côté... il faut qu'on se décide sur quoi est-ce qu'on met le coup de collier en réalité. Et après ce workshop-là, on s'est dit, mais en fait, le tunnel de conversion, il passe pas sans le blog en réalité. Donc ça a été cet éclairant en se disant, bon, il faut qu'on passe par là, donc on met du temps dessus, et puis ensuite on pourra tester ce fameux tunnel, celui qu'on avait imaginé en gros ensemble sur Excel. Donc c'était vachement intéressant. Pour le coup, ça a permis de mettre aussi un peu de méthodo sur ça, qui m'a permis finalement de faire moins de conneries. De faire moins de conneries que j'aurais pu en faire. On peut faire des conneries quand on est start-upper. Mais vaut mieux en faire, parce qu'on parlait de budget, tout ça, les conneries, ça peut coûter cher quand on est une start-up. Fail fast, on dit fail fast, grow fast. Trompe-toi rapidement pour assurer ta croissance plus vite. C'est ça. J'aimerais comme ne pas trop me tromper. Et j'ai évité un tout petit peu. Donc non, c'était une belle méthodologie aussi. Après, ce côté aussi de comment est-ce que je le pense. Il y avait cette problématique de budget aussi, combien ça m'a coûté. Finalement, c'est des choses qui peuvent paraître logiques, peuvent paraître du bon sens, mais quand on a la tête dedans, si on l'a pas entendu avant, ou qu'on n'a pas créé l'outil en fait, pendant le workshop en se disant tiens, là je me fais mon Excel rapide, tac, je l'ai, et ben on le fait pas. Ou on le fait trop tard. Donc c'est ce qui nous a permis de faire ce workshop. Il y a un truc intéressant que tu as dit tout à l'heure aussi, tu as dit qu'il faut être partout. Instagram, les réseaux sociaux, faire un blog parce que tout le monde le fait. Et en fait, c'est là aussi, pour éviter de dépenser à tort et à travers quand tu es en fait une start-up, enfin dépenser de l'argent et ton temps surtout, en fait, il faut faire des choix. Faut faire des choix et cibler quelques canaux. C'est-à-dire que tu peux laisser tomber les réseaux sociaux dans un premier temps parce que ça ne fonctionne pas. Par contre, la stratégie de blog, elle est pertinente, elle fonctionne. Et en plus, le blog, comme le référencement naturel, c'est un investissement initial qui vont te ramener du trafic dans le temps. Là où de la publicité sur Facebook, sur Google, en fait, tu as un trafic qui est sous perfusion. Tant que tu payes, tu as du trafic, tu arrêtes de payer, tu n'as plus rien. Donc l'avantage d'avoir travaillé ces supports-là quand même, c'est de planter des graines qui vont au fur et à mesure grandir et te générer du trafic petit à petit. Mais en tout cas, il ne faut pas essayer d'être partout. Il faut choisir 2 ou 3 canaux
qui te semblent les plus pertinents à un instant T, les tester, vérifier si ça marche. Si ça marche pas, tu les abandonnes et après tu peux en tester éventuellement d'autres. Et une fois que tu as trouvé ceux qui marchent pour le moment, dans ce contexte-là, là tu peux commencer à mettre un petit peu de budget dessus. Voilà. Faut pas faire l'impasse quand même sur le petit budget Facebook, Google pour juste tester tes messages, ton ciblage, pour vraiment trouver le bon ciblage en fait. La bonne alchimie. Voilà, la bonne alchimie. Parce que là, tu le vois directement en fait. Quand je m'adresse à telle personne avec tel message, derrière, mon tunnel, tac, 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 je passe chacune des étapes, ça cartonne. Très bien. Là, j'ai trouvé l'alchimie. Maintenant, je peux la travailler de façon un peu plus durable sur d'autres canaux. Voilà. Qui demandent juste un investissement en temps et peut-être moins financier. C'est ça. Non, en fait, vous êtes en train de nous refaire le workshop là. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour vous, non? Enfin, pour toi notamment. Ah. Pendant ce workshop, peut-être toutes les étapes, voilà, c'est ce qu'on vient d'évoquer c'est ça. pendant ce temps-là. Je change de sujet, sauf si vous avez des éléments à ajouter sur cette notion, sur ces notions de growth hacking. Non, après, juste, il y a des indicateurs aussi qui sont intéressants. Donc, bah oui. Non, bien tu sûr. voulais parler de ça, non? Mais non, t'as raison, on avait oublié cet aspect-là. Ouais, deux choses. L'état d'esprit, déjà, dans l'expérimentation continue, et ensuite, le cadre méthodologique qui te permet de mesurer. Donc, il y a la conversion qu'on a vue là. Combien passe de telle étape, de l'étape A à l'étape B, de l'étape B à l'étape C, etc. Donc ça, c'est super important. Et en plus, ça te permet de faire un peu de prévisionnel quand même. Tu sais que ton entonnoir de conversion, quand t'en fais rentrer 100, t'en as 5 qui achètent. Bah, tu sais que si t'en fais rentrer 1000, t'en as 50 qui achètent parce que... Théoriquement. C'est vrai que c'est fondamental. Théoriquement, non, mais en fait, logiquement. Je mesure aussi. Non, mais logiquement, en fait, tu restes dans les mêmes ordres de grandeur. Juste pour faire une parenthèse dessus, on a aussi des workshops sur le business plan et le prévisionnel. Et à chaque fois qu'on met des chiffres, on nous demande mais comment tu sais que tu vas avoir 100 utilisateurs à ce moment-là? Et c'est là, en fait, où on peut s'appuyer sur ça. Ouais. Même si c'est du prévis, mais on peut s'appuyer sur quelque chose. Tu peux t'appuyer sur ça. Et un autre truc qui est important, c'est... on parle aussi, il y a 2-3 indicateurs, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais juste en citer 2 ou 3. Il y a le coût d'acquisition, combien ça me coûte pour acquérir un nouveau client. Voilà. Est-ce que ça me coûte 2 €? Est-ce que ça me coûte 50 €? Est-ce que ça me coûte 2000 €? Ça dépend de ton business. Si c'est sur du B2C, du retail, de la vente, Amazon par exemple, c'est pas la même chose qu'une solution B2B, donc pour les professionnels avec des gros paniers. Donc ça, on a abordé ces notions-là aussi pendant l'atelier, le coût d'acquisition d'un client. Et ce qu'on appelle la lifetime value, c'est la valeur que va te ramener ce client, le revenu que tu vas générer avec ce client tout au long de sa vie. Si ça te coûte 10 € d'acquérir un client qui va te rapporter 2000 €, c'est bien, c'est très bien. C'est bien. Si ça te coûte 5 € d'acquérir un client qui va t'en ramener 10, c'est moins bien. C'est moyen. Voilà. Donc faut toujours analyser aussi ces canaux d'acquisition à la lumière de ces 2 indicateurs-là. Voilà, c'était juste un petit aparté sur les indicateurs. Après, il y en a plein d'autres, mais ceux-là sont importants. Ouais. C'est les 2 principaux. Et il y en a d'autres après. Ça dépend de ton business après. Ça peut être le revenu mensuel que tu fais. Ça peut être le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs si tu es sur de l'abonnement qui viennent et puis 2 mois après qui s'en vont, par exemple. Donc voilà. J'imagine que tu mesures tout ça, toi aussi. Oui. Alors on a notamment via les comparateurs, on a le nombre de personnes qui viennent via les comparateurs. On arrive à savoir si on les équipe, si on transforme. On arrive donc à avoir un coût, le coût d'acquisition de notre client, enfin notre sociétaire, on parle de sociétaire. Et effectivement, on ajoute à ça s'il est multi-équipé ensuite, en fonction du nombre d'années, etc. Donc oui, c'est des coûts qu'on est obligé d'analyser, puisque en plus, notamment nous, selon les flux qui arrivent, nous, on fait des réglages aussi nous sur certains endroits, parce qu'on s'aperçoit que les comparateurs d'assurance, ça marche pas forcément sur tous les territoires en France. Ça marche dans certaines plus grosses villes, un petit peu moins bien en ruralité. Enfin voilà, donc on fait des tests aussi, ce qui nous permet de régler le calibrage et puis de s'apercevoir, on met un petit peu moins d'argent sur la table. Et on varie comme ça pour voir. Et le coût est quand même le coût des contacts en fonction des comparateurs et donc en fonction des secteurs. Nous, sur l'assurance, c'est quand même assez important, les coûts contacts, ce qu'on doit payer déjà aux comparateurs. Donc effectivement, le rapport est intéressant de savoir combien ça nous coûte sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, parce qu'après, on est obligé de lisser pour s'apercevoir que si on n'équipe pas forcément la personne dans l'année qui va suivre. Et on en perd aussi. Donc voilà, on a aussi. Donc effectivement, ça se mesure. Cette notion de mesure, ouais. Voilà, on a pu le mesurer aussi quand on a fait des campagnes AdWords par exemple. Donc on en a fait sur du ponctuel, plutôt sur des sorties de produits.
ou sur des sorties de sites. Après, aujourd'hui, on le pratique plus pour le moment, mais c'est des choses qui peuvent revenir. Et effectivement, le coût Vous testez d'acquisition aussi, est vous contesté. avez cette démarche agilité, vous testez les canaux, On teste pour- les nouveaux formats sur des canaux traditionnels comme le cinéma. J'ai vu que vous aviez relancé une Oui. nouvelle vidéo. Exact. Donc ça marche pas. C'est difficile à mesurer le cinéma. C'est très difficile à mesurer. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler. C'est ma collaboratrice Carole qui en parlerait très bien. On a quand même fait un test alors, je sais pas comment, une enquête de notoriété, si on peut parler comme ça, pour voir justement comment on se positionnait, parce que la Mutuelle de Poitiers a un nom bien local. Du coup, c'était intéressant pour nous on a un réseau qui est au national, qui est implanté partout en France. Enfin, pas tout à fait partout, mais en grosse 300 majorité. agences 300 points de vente en France, ouais. Avec à peu près 250 agents et quelques agents salariés. Et en fait, c'était très intéressant pour nous de faire ce test de notoriété, d'essayer de voir justement à quel moment la Mutuelle de Poitiers Assurance est connue en France. Donc on a fait on a pris des échantillons et un panel de tests avec différentes tranches d'âge, et donc sur différentes villes, ce qui nous a permis de recueillir en fait un point d'étape sur la notoriété de la Mutuelle de Poitiers en 2019. Donc très intéressant. Et tout ça pour pouvoir construire analyser, exactement. les nouvelles stratégies d'acquisition, Exactement, conforter et la pour, place de l'agent. Voilà, et pour conforter le modèle de proximité qui est le nôtre, et puis pour faire perdurer et comprendre vers quoi s'orienter effectivement dans nos nouveaux spots ou nos nouvelles diffusions nationales. Parce que Léo le disait tout à l'heure, il y a quelque chose, il y a des piliers, mais il y a un pilier fondamental, c'est celui d'être en adéquation avec ce que va attendre l'utilisateur. Et je sais que ça tient énormément à cœur à votre DG, votre directeur général. L'expérience utilisateur, ça fait des années qu'il essaye de placer ça dans les missions de chacun des collaborateurs. Tout à fait. Et on a, avec le SPN, la Mutuelle de Poitiers, on a un partenariat qui nous amène à travailler justement sur l'imprégnation de cette notion d'expérience utilisateur pour chacun des collaborateurs, qu'ils soient actuaires, rédacteurs de contrats, au service informatique, Complètement au service transverse. innovation, au service commercial avec les agents. Et donc là, on travaille ensemble de manière rapprochée. Et on essaye aussi, à travers votre sponsoring à Startinov Academy, de partager ces méthodologies. Et donc, vous vous êtes vraiment impliqué dans l'accélération cette année, notamment avec la présence forte d'Anne-Sophie Fraissinet, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui t'a fait passer des messages, je crois. Exactement. Donc Anne-Sophie Fraissinet, qui est notre directrice financière et qui a eu la Madame chance... Sou, déjà. Madame Sou, Ils oui. sont plutôt radins, les financiers. Mais là, Anne-Sophie, elle s'est éclatée. Tout à fait. Elle s'est éclatée avec le programme Startinov. Elle a fait partie donc, du jury de sélection des startups. Et elle a également fait partie des points d'étape sur l'accélération. Le jury d'évaluation. Voilà, le jury d'évaluation. C'est la première fois qu'Anne-Sophie participait à un événement sous cette forme-là. Elle a l'habitude d'accompagner des startups, mais... Parce qu'elle est dans plusieurs fonds d'investissement. Voilà, donc exactement. Elle a l'habitude ouais. Elle connaît le fonctionnement, disons qu'elle connaît le principe d'accompagnement. Mais là, sous cette forme-là, en participant dans le jury, c'était la première fois. Et elle a été ravie de cette expérience. Elle a trouvé que les dossiers des startups, les startups en elles-mêmes étaient très très intéressantes, et notamment avec des domaines très variés et de qualité. Donc ça, voilà, elle a complètement apprécié le panel de startups qu'elle a découvert. Elle a aussi mis un point d'honneur à féliciter l'équipe du SPN, qu'elle a trouvée très pertinente, enthousiaste et exigeante et pro. Et ceci dit, ah oui, je pense ça, que l'exigence, vous pouvez... on confirme. Voilà. Bienveillance Très impitoyable. Et notamment, elle soulignait le professionnalisme de l'équipe. Et après, moi, pour travailler aussi avec le SPN, je suis aussi tout à fait d'accord avec elle. Ouais, que ce soit dans l'accompagnement bien détaillé de notre programme ensemble, ça nous conforte beaucoup. Donc c'est très intéressant. Ce qu'elle a beaucoup aimé aussi, c'est de suivre l'évolution en fait des startups et des idées au fur et à mesure, puisqu'elle a eu la chance de voir les bifurques, je pense, par moment, de certains, et les projets se réorienter. Ce qu'elle a particulièrement apprécié, c'est les tranches d'âge différentes. Parce qu'elle s'était peut-être dit au départ que les startups, c'est que des gens de 19 ou 20 ans. Et c'est faux, il y avait de tous les âges dans dans votre promo, si on peut parler de promo. De saison, mais oui, Ouais, c'est un esprit de promo. saison, voilà. Et du coup, c'est aussi un élément qu'elle a souligné.
Et voilà. Et enfin, si on pouvait parler de la mutuelle de Poitiers, juste pour dire par rapport à ça, nous on est une vieille dame, comme tu as dit tout à l'heure, avec plus de 180 ans d'existence, mais on a une partie qui est quand même tournée vers l'avenir, parce qu'on est obligé de se transformer. On est obligé de suivre les nouveaux médias, de suivre les nouveaux usages, d'adapter nos produits, et notamment l'expérience utilisateur à tous les niveaux. Et elle me fait vous dire que voir des gens qui démarrent, c'est super boostant et c'est super dynamisant. En tout cas, on a vu Anne-Sophie s'amuser à participer à ces jurys de sélection et ces jurys d'évaluation, parce qu'on sait qu'elle a l'habitude d'investir dans des startups en participant à différents fonds, des fonds régionaux et même des fonds nationaux, on le sait, et c'est pour ça que nous, en tant qu'accélérateur, on lui avait proposé d'être présente, mais c'est vrai qu'on a vu l'étincelle briller dans ses yeux quand les projets pitchaient, quand les projets proposaient quelque chose. Elle était vraiment, c'était stimulant pour elle. Pour elle, boostant, dynamisant, quoi, c'est ça. Voilà. Et elle revenait toujours avec des idées en disant ah non, mais il faudrait que je le rencontre, il faudrait qu'on échange. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour nous en tant qu'accélérateur, mais aussi pour nous en tant que cluster dont la mutuelle de Poitiers est adhérente, parce que dans notre partenariat d'open innovation, d'innovation ouverte et collaborative, on a vu l'implication que ça pouvait donner dans notre partenariat global. Mais du coup, j'avais aussi une question pour Léo, adhérent du SPN. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'animer un workshop, outre le fait que je te l'ai proposé? Qu'est-ce qui a fait, parce que c'est du temps, c'est de la préparation, c'est du boulot, c'est du bénévolat. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui, en fait? En fait, j'aime bien les 3 choses que j'apprécie chez les porteurs de projets. Moi, c'est l'énergie, la passion et la curiosité qu'ils peuvent avoir, en fait. Et c'est pas forcément des choses que je retrouve chez tous les clients pour qui je travaille sur des prestations que je vends, du coup. J'adore ça, en fait, de donner du temps justement pour éclairer des porteurs de projets, leur montrer la voie. Et c'est pas du tout la même relation que je peux avoir sur d'autres missions. Donc rien que ça, en fait, déjà, c'est super enrichissant. C'est une petite parenthèse professionnelle, entre guillemets, sur un sujet, voilà, de pouvoir donner sur un sujet qui moi aussi me passionne depuis longtemps. Donc c'est ce qui motive un peu. Il y a la notion de challenge aussi avec les enjeux des startups qui sont souvent... Là, en fait, en un atelier, tu vois, il fallait... typiquement, vous étiez combien? 8, voilà. Et donc, il y avait 8 problématiques, 8 contextes différents, 8 marchés, cibles, des stades de maturité différents. Enfin, sur IndieUp, par exemple, là, j'hallucine un peu de la progression que vous avez fait. Enfin, tu vois, la première fois, c'était moins clair, et aujourd'hui, tout est super logique. La proposition de valeur, elle est claire, les canaux, ils sont fixés. C'est l'effet Startinov, ça. Mais ouais, c'est l'effet Startinov. On la garde, celle-là, elle est bonne. Non, franchement. Et c'est génial de voir ça, de constater ça, tu vois, quelques mois après. Donc voilà, ouais, ça fait plaisir de passer du temps avec des gens passionnés comme ça, quoi. C'est vrai qu'ils sont tous stimulants, un petit peu enrichissants. Des fois, on a envie de les étrangler parce qu'ils avancent pas assez vite, mais surtout, on est content de les voir évoluer, grandir. Je sais pas si c'est le terme, mais on est content de vous voir avancer, en tout cas. De vous voir prendre votre chemin, parce que nous, on est qu'on soit sponsor, qu'on soit expert, adhérent du SPN, qu'on soit collaborateur du SPN, on vous voit choisir votre chemin et le construire en fonction des infos et des briques qu'on peut vous donner, mais c'est vous qui les assemblez, ces infos et ces briques. Et ça pour nous tous, c'est hyper enrichissant. C'est certain. Est-ce que vous avez des remarques? Amélie, est-ce que tu peux nous dire quelle est la prochaine étape de IndieUp? Quelle est la prochaine brique que vous allez construire, justement? La plateforme, construction de la plateforme. Voilà, donc essayer d'industrialiser un peu, plus. C'est ça, oui, plus, tout ce qu'on peut industrialiser, on voudrait le faire. Donc c'est la très grande étape là du moment, et j'espère que ça va avancer assez vite. Normalement, super. En mode... je vais pas donner de délai parce que je sais que je vais regarder la vidéo après, je vais me dire en fait, j'ai 3 mois de retard. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, plateforme, et ça avance bien. Léo, toujours adhérent du SPN, toujours voilà. Une news ou toujours sur le terrain, toujours chez les clients? Sur le terrain, ouais, toujours chez les clients. J'aime beaucoup l'approche d'Amélie là sur le fait d'automatiser ce métier. En fait, tu avais une mission un peu comme moi où tu conseillais des gens, t'accompagnais des porteurs de projets, etc. Et j'aime beaucoup l'approche de créer une sorte de marque, de plateforme pour mettre en relation justement, essayer d'industrialiser ton métier d'avant, quoi. Je trouve ça génial en fait. Ce
qui est pas facile, je fais une parenthèse, ce qui est pas facile à expliquer d'ailleurs Ouais. à nos soutiens, partenaires, collectivités. Des fois, ils ont le sentiment que industrialiser une plateforme avec une approche start-up, c'est juste donner une subvention pour créer un joli site web à une activité traditionnelle. Ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui n'est pas du tout l'ambition. Non, Mais faire passer ce message, c'est assez ambitieux. Ouais. Voilà. Mais on y arrive. Petit à On y petit. arrive au fur et à mesure. MDPA, nous, on continue de travailler sur ce second semestre. Second semestre Programme 2019, d'Open Inno. nous continuons. 2020, j'imagine aussi. Programme d'Open Innovation, tout à fait. Super. Bon. Merci à vous trois. Merci de nous avoir donné du temps. Et puis, n'hésitez pas à revenir dans Inside 39. Merci à vous tous. À très bientôt à vous tous. Non. Non, mais je sais, j'ai fait exprès, t'as vu, mais je le vois dans ses yeux qu'il n'est pas content. Allez, merci. Merci. On va comme ça, au moins c'est fait. On a attendu la fin. Je savais, ouais, je m'attendais. Salut, à bientôt, à la semaine. Le Mac.